Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et jusqu'à 14h, nous sommes avec Marc Endeveld, journaliste d'investigation et auteur de L'Emprise, la France sous influence aux éditions du Seuil. Et vous êtes également chroniqueur politique international pour La Tribune. Bonjour. Bonjour. Marc Endeveld, alors vous êtes un récidiviste et c'est ça qui est intéressant chez vous. Vous avez écrit l'un des premiers livres sur Macron qui s'appelait Macron l'ambigu. L'ambigu, Monsieur Macron. L'ambigu, Monsieur Macron. C'est le premier livre. C'est le premier livre paru. C'est le premier livre, absolument. Il est sorti en novembre 2015. Ah oui, c'est ça. Oui. C'était bien avant qu'il n'était même pas question qu'il se présente. Mais dans le livre, j'expliquais justement, j'étais un peu trop prudent, comme d'habitude, mais j'expliquais qu'il allait sûrement se présenter à la campagne présidentielle. Et à l'époque, mes confrères ne me croyaient pas. Mais j'expliquais qu'il était en train de se préparer déjà à l'époque. Ah oui, vous aviez Oui, j'avais les informations. Des informations, oui. Remarquez, c'est vrai que rétrospectivement, on sait qu'il se prépare depuis 2011. Tout à 2012, fait. C'est ça. Et ensuite, vous avez écrit un livre aussi remarquable qui s'appelait Le Grand Manipulateur, toujours au sujet de même Macron, et je dois dire que ses talents, quand même, se sont révélés tout à fait extraordinaires. On est bien d'accord. Oui, on peut appeler ça talent, disons une habilité politique certaine. Oui, et c'est vrai, on en avait parlé, nous, ici, et là, vous publiez L'Emprise. Alors, un livre tout à fait passionnant, parce que l'emprise, évidemment, ce n'est pas la politique franco-française, ni la politique intérieure, c'est... D'ailleurs, le sous-titre est « La France sous influence ». Alors, vous faites un espèce de tour du monde, enfin, de ce qui se passe un peu partout. Les affaires, évidemment, Airbus, Alstom, Alcatel, la vente ratée à l'Australie, les F-35 contre les Rafales, etc. Et puis, ce qui se passe, effectivement, avec le Liban, avec les pays arabes, avec la Chine, avec la Russie, avec Poutine, l'Afrique, etc. C'est vraiment un tour assez passionnant qui se lit d'ailleurs comme un roman policier, sauf que tout est vérifié, je pense, et avec les personnages quand même, Alexis Kohler, le cerveau droit de Mitterrand, les Alexandre Djouri, tous les autres. Et en fait, ce qui se dégage de là, Marc Endeveld, de cette emprise, c'est quoi? C'est qu'en fait... Macron a parlé toujours de grande puissance, qu'il fallait que la France retrouve son rôle, retrouve sa puissance dans le concert des nations et qu'il joue vraiment l'un des instruments majeurs, et qu'à chaque fois, il était hors sol ou à côté de la plaque, ou presque. Alors, dans le livre, effectivement, j'aborde en partie le bilan diplomatique d'Emmanuel Macron. Donc, je reviens sur tout un tas d'épisodes. Vous évoquiez le Liban, mais je parle également de sa volonté d'être faiseur de paix en Libye. À chaque fois, ça a échoué. Et donc, je constate, on va dire, à chaque fois qu'il n'a été d'échec en échec. Alors même qu'il se présente auprès des Français comme quelqu'un restaurant la fonction présidentielle, y compris d'un point de vue diplomatique. Il fait, on va dire, de cette avantage soi-disant publicitaire de je vais restaurer l'image de la France dans le monde comme un avantage, on va dire, électoral. En fait, après enquête, le quinquennat d'Emmanuel Macron en termes diplomatiques a été extrêmement compliqué, extrêmement difficile, parce qu'il a multiplié les erreurs. Parce que finalement, ce que je raconte, c'est que les grands de ce monde ne l'ont pas particulièrement pris au sérieux. Oui, ça vous racontez plusieurs histoires qui montrent ça. Oui, qui montrent ça. Alors, à la décharge d'Emmanuel Macron, ça correspond également, on va dire, à la situation de la France aujourd'hui. C'est-à-dire, Emmanuel Macron, il a voulu se présenter comme un président puissant et fort, notamment à l'international, et donc il avait pour cela besoin de dire que la France était encore une grande puissance. Et d'ailleurs, il le dit dès août 2017, dans une interview du Point, en disant mais non, ce n'est pas une puissance moyenne, la France, c'est une grande puissance. Le problème, c'est que, à la fois, il n'a pas les moyens de ses ambitions, et que par ailleurs, et ça c'est tout l'autre angle, effectivement, de mon enquête, c'est de montrer que dans ce qui est devenu la globalisation financière depuis une trentaine d'années, les enjeux et les intérêts privés prime de plus en plus sur les enjeux stratégiques, énergétiques et économiques entre États. Et que, par ailleurs, j'anticipais également, on va dire, les soubresauts de ce qui s'est passé, notamment en Ukraine, sur le fait que je m'interrogeais également sur où la France peut se placer
dans le concert mondial au moment même où des très grandes puissances, des superpuissances, en tout cas la Chine et les États-Unis, sont de plus en plus dans un antagonisme extrêmement fort. Et j'évoque effectivement dans le livre une sorte de retour de guerre froide, de logique de guerre froide entre Chine et États-Unis. Dans lequel on est aujourd'hui, et avec la Russie qui joue aussi son rôle. Tout à fait. Et comment la France là-dedans, et comment Emmanuel Macron là-dedans est totalement dépassé, ballotté par les événements. Et finalement, la France a perdu ses points d'appui à l'international. Et ça, malgré les grandes ambitions d'Emmanuel Macron, il n'a pas réussi à, on va dire, à avoir une stratégie cohérente et deux, à retrouver des points d'appui diplomatiques, stratégiques et économiques. On va en parler parce que je crois que l'une des raisons aussi, c'est qu'il a joué sur deux leviers et un des leviers ne pouvait pas fonctionner comme l'autre. Il a joué sur la France et sur l'Europe. Il a été quand même Macron l'Européen et je vais diriger l'Europe. Rappelez-vous, c'était Time s'il arrive à diriger la France. Donc voilà, je vais utiliser les deux leviers. Complètement. Je crois. Et juste une chose, Marc Andevelde, vous dites que les intérêts privés ont primé sur les intérêts publics. Pas partout, parce que la réelle politique des émergents aujourd'hui, enfin de la Chine et autres, s'est constituée en État-nation qui défend farouchement, surtout chez les émergents, leur indépendance, ou en tout cas même leur impérialisme quelque part. Mais comment dire, j'allais dire, l'un ne va pas sans l'autre, et c'est pas parce que les intérêts privés interfèrent de plus en plus dans les enjeux stratégiques, économiques et énergétiques, on va en parler de l'énergie, c'est très important, entre États, que c'est les intérêts privés qui remplacent les intérêts étatiques. C'est souvent les intérêts étatiques qui ne sont plus totalement autonomes par rapport aux intérêts privés. Où je serais plus précis, c'est comment les intérêts nationaux sont parfois instrumentalisés par les intérêts privés, ou comment les États se mettent au service des intérêts privés. Et c'est le propre de ce qu'on appelle en réalité le néolibéralisme, que les libéraux caricaturent comme formulation, parce qu'ils disent « Ah mais non, on n'est pas dans un régime ultralibéral ». D'ailleurs, Emmanuel Macron est plutôt redistributeur, le quoi qu'il en coûte et compagnie. Mais la vraie question, c'est derrière le quoi qu'il en coûte, c'est où est allé l'argent, vers qui. Et souvent, ça a été les plus grandes entreprises, ça a été les plus grands intérêts privés, et c'est ça la logique même du néolibéralisme, c'est quand même comment l'État, au lieu de se mettre au service du bien commun et de la population, se met au service principalement des intérêts privés. Et on va en parler jusqu'à 14h après les informations. Beaucoup de sujets à traiter, vous nous appelez au 0826 300 300. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Est-ce que dans un monde compliqué, le président Emmanuel Macron ne s'est pas envolé avec des idées simples? Je paraphrase évidemment ce que le général de Gaulle disait sur l'Orient, mais là on peut se poser la question avec le livre de Marc Andevelde, passionnant, L'emprise, qui est paru au Seuil. Marc Andevelde, effectivement, vous montrez à quel point, on en a parlé en début d'entretien, comment il avait effectivement des idées. Après, il y a la réalité qui frappe à la porte et c'est toujours plus compliqué. Mais prenons des exemples, que ce soit Alstom, Alcatel, ça a été fait bien avant lui, mais ce qui se passe, je voudrais une chose très intéressante quand même, c'est vous raconter le Liban. Comment il est allé au Liban pour essayer de résoudre le problème 2 fois d'ailleurs. Mais ça résume assez bien la manière dont il aborde les choses et les résultats qui en fait. Je voudrais que vous racontiez un peu cela, que vous racontez dans votre livre assez longuement. Alors, vous évoquiez les dossiers industriels, on en reviendra dessus après. Effectivement, je parle aussi de l'histoire longue et de la question de la désindustrialisation et comment décideurs économiques et politiques ont une grosse responsabilité et que ça fait 30 ans. Et donc là, pour le coup, Macron n'est pas uniquement comptable de ce bilan-là, bien évidemment, et je le rappelle dans le livre. Sur le Liban, effectivement, ça fait partie des épisodes diplomatiques que je relate dans le livre et je décris énormément de coulisses sur ces tentatives particulièrement médiatisées d'Emmanuel Macron. On se souvient, donc il s'était déplacé quelques jours à peine après la fameuse explosion de début août 2020 du port de Beyrouth. Oui.
Et là, eh bien, c'est un peu une étude de cas exemplaire sur le comportement d'Emmanuel Macron à l'étranger. D'ailleurs, il y a des parallèles que les commentateurs n'ont pas fait à l'époque, c'est-à-dire que je veux parler de Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire que toute une partie de l'establishment, pour parler comme ça, aimait critiquer la diplomatie Sarkozy comme une diplomatie agitée, peu efficace. La Libye, voilà. par exemple. Oui. Bon, en fait, on retrouve des éléments dans le comportement d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire, il arrive donc au Liban quelques jours après la catastrophe, il dit qu'il va tout remettre à plat, comme s'il était lui-même libanais. Alors effectivement, il y avait une partie de la population qui était dans l'attente de renverser la table. Et ça, il l'a pris en considération. Je rappelle les mouvements sociaux extrêmement forts contre la corruption et l'oligarchie au Liban. Mais dans le même temps, il oublie la logique politique locale. Il interfère aussi avec la politique locale. Il met en avant, et lui-même d'une certaine manière, mais il met en avant dans les coulisses Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, qui s'empare du sujet, alors qu'il n'est secrétaire général, et ce n'est pas le Quai d'Orsay et les diplomates de carrière qui s'en emparent. Il amène dans son avion des décideurs économiques franco-libanais, notamment un responsable de la banque HSBC, mais également il était très en lien également avec le patron de CMA-CGM, un gros transporteur. Les Saadé, derrière, et donc tout de suite, il met sur la table du dossier libanais. D'un côté, il ignore les enjeux politiques locaux, et de l'autre côté, il essaye de mettre tout le monde autour de la table. Il amène des enjeux économiques sur la table également. Et très concrètement, il va vouloir, et toujours aujourd'hui d'ailleurs, lutter donc contre l'ancien gouverneur, pas l'ancien, mais de la Banque centrale libanaise, accusé de tous les maux. Effectivement, on peut faire des critiques sur Monsieur Salamé, qui est un sacré personnage. Et en même temps, en faisant ça, il va se mettre à dos tout un tas d'autres intérêts locaux. Et au final, eh bien, la France se fait sortir du jeu diplomatique. Parce qu'en fait, tout le monde se retrouve à la fois en désaccord, extrêmement frustré par rapport à la position française, et finalement, la France se retrouve déconsidérée dans sa parole. C'est intéressant, Marc Andevelde, parce que ça montre très bien la démarche. Moi, je vais tout régler, j'arrive, je suis Superman, enfin, etc. Avec un brin de paternalisme, il faut le dire. Oui, avec je sais mieux que vous, ce qui est bon pour vous. Fait, oui. Il le fait d'ailleurs ici, enfin, bon. Et puis, est-ce que ce n'est pas une des raisons pour lesquelles il y a d'autres, vous abordez d'autres conflits où la diplomatie française est d'ailleurs. Votre premier chapitre commence avec les désarrois au Quai d'Orsay, avec tout ce qui se passe. Mais est-ce que c'est pas une raison? Est-ce que ça a été décidé après l'apparition de votre livre, où il a essayé le Quai d'Orsay, c'est fini? Enfin, le corps diplomatique s'ouvre quand je dis c'est fini. Est-ce que ce n'est pas lié peut-être avec ce qui s'est passé avant? Alors, plusieurs choses. Je parlais de Nicolas Sarkozy par rapport au Quai d'Orsay. Effectivement, je rappelle que Nicolas Sarkozy voulait carrément... c'était une boutade pendant sa campagne présidentielle de 2007, mais il avait dit que le Quai d'Orsay devait être supprimé. Et Emmanuel Macron, il a parlé carrément d'état profond en parlant du Quai d'Orsay. Alors, au regard d'un certain dossier, c'est celui de la question de la Russie. Mais on pourra peut-être revenir dessus. Mais à chaque fois, effectivement, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que l'administration diplomatique, c'est-à-dire le métier de diplomate, est de plus en plus mis de côté par les autorités politiques. C'est d'ailleurs pas propre à la France. Il y a le même mouvement dans d'autres démocraties, notamment aux États-Unis, où le pouvoir diplomatique se concentre de plus en plus sur l'exécutif. Et en France, sous la Ve République, effectivement, la diplomatie fait partie de ce qu'on appelle le domaine réservé du président de la République. Et donc, il y a toujours eu une hyper-centralisation de la décision diplomatique sur l'Élysée, certes. Sauf qu'il y avait un personnel diplomatique. Sauf qu'il y avait tout de même un personnel diplomatique. Et on assiste dans les relations internationales à un affaiblissement de la fonction des diplomates, qui s'explique par plein de raisons, notamment par les nouvelles technologies, enfin ce qu'on appelle toujours encore nouvelles technologies, où finalement quand les décideurs peuvent s'échanger sur des messageries dites cryptées, plein de petits mots d'amour entre guillemets, sans passer par leurs diplomates, d'une certaine manière ils contournent la fonction de diplomate. Mais également par rapport aux intérêts privés que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire où la fonction diplomatique traditionnelle est également contournée par des intérêts privés. Et autres, on demande également, notamment aujourd'hui à notre réseau diplomatique, de faire du business, c'est-à-dire de soutenir
soutenir d'éventuels contrats signés à l'étranger. Vous en parlez avec l'Arabie Saoudite. J'en parle avec effectivement la question des contrats d'armement en Arabie Saoudite. Et le problème de ça, c'est que ça se fait en dehors de toute logique et de stratégie cohérente diplomatique. Quand je parlais d'interférence des enjeux économiques, je prends 2 exemples. Oui. La question du dialogue initié par Emmanuel Macron avec Vladimir Poutine au début du quinquennat. Je rappelle Macron qui invite Poutine notamment à Versailles, qui l'invite au fort de Brégançon, qui explique qu'il est nécessaire et important que la France dialogue directement avec la Russie. Mais dans le même temps, Emmanuel Macron va s'opposer à Bruxelles, et l'État français va s'opposer au projet Nord Stream 2, qui est un projet de gazoduc entre la Russie et l'Allemagne. Projet qui est soutenu également par l'Allemagne. Quand on sait que dans la diplomatie russe de Vladimir Poutine, l'énergie est une arme diplomatique et économique. On l'a vu d'ailleurs. On l'a vu. On a du mal à comprendre et à suivre le président de la République, qui est à la fois dans une, on va dire, une proposition de dialogue, voire de partenariat avec Vladimir Poutine pendant un temps, de son échange diplomatique, et dans le même temps, on retrouve le fameux en même temps macronien, il dit aux Russes, ah ben non, en fait, la France ne veut pas de votre gazoduc. On pourrait dire que c'était fait dans un alignement américain. En réalité, à l'époque, en fait, c'était pas dans un alignement totalement américain, c'était surtout que la France avait pas particulièrement intérêt à accepter à ce que l'Allemagne devienne un hub gazier par rapport à notre propre industrie énergétique française basée sur le nucléaire. Et là, ça pose un vrai problème pour Emmanuel Macron qu'on a vu durant tout le quinquennat. C'est qu'il s'est retrouvé souvent en fait en situation de minorité, notamment dans l'Union européenne. Ouais, c'est ça. Parce qu'au sein de l'Union européenne, contrairement parfois aux grands discours, eh bien, les intérêts nationaux priment encore, et que malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est l'effet de réalité pour le coup. Voilà. Les antagonismes stratégiques et énergétiques entre la France et l'Allemagne ont été considérables durant le quinquennat. Alors que justement, c'est ça, mais je crois que c'est un des points les plus importants, effectivement, et vous en parlez très bien dans votre livre, c'est que justement, Macron faisait un discours pro-européen, enfin même pas pro-européen, oui. Nous sommes l'Europe, et il faisait passer l'Europe avant, peut-être d'ailleurs la France, quelque part, enfin, je veux dire, l'Europe et les intérêts de la France, voilà, la France n'est pas sans l'Europe, et l'Europe sans la France ne peut rien faire, sauf que, effectivement, les intérêts, notamment de l'Allemagne, mais d'autres, n'étaient plus du tout les mêmes, et on l'a vu. Et alors, on l'a vu sur le dossier énergétique, et donc, où d'une certaine manière, eh bien, il finit par ne pas être pris au sérieux par Vladimir Poutine et la diplomatie russe. Donc finalement, il n'avance pas sur le dossier ukrainien, justement. Alors, oui. À sa décharge, il y a eu l'épidémie de Covid à partir de 2020 qui fait que ça a totalement empêché la reprise du dialogue. Mais il y a eu un sommet organisé sur la question de l'Ukraine à Paris à l'automne 2019 et ça n'a pas fait avancer d'un iota le dossier. S'ils avaient réfléchi à ça par rapport au Donbass et au 2014... honnêtement, ça aurait pu peut-être, on aurait pu éviter cette... Enfin, on ne sait pas, mais... disons qu'en tout cas, entre là, encore une fois, les promesses faites, entre guillemets, du côté d'Emmanuel Macron et les résultats, il y a un fossé qui est assez béant. Je rappelle quand même qu'en 2017... quand il invite donc Vladimir Poutine à Versailles, là pour le coup, il fait vraiment un pas de côté par rapport à une partie du Quai d'Orsay, une partie des relais, on va dire, économiques parfois, ou au contraire politiques, qu'on peut trouver en France. Pourquoi il fait ce pas de côté? Parce qu'il dit en gros qu'il faut s'acheminer vers une sortie des sanctions à l'égard de la Russie, y compris sur le dossier ukrainien. Alors que c'était pas du tout un préalable du président François Hollande, et il montre quand même qu'il veut développer ce dialogue-là. Et en fait, au bout du compte, il n'y arrive pas du tout, parce que au niveau européen, comme il joue sur la carte européenne, il se retrouve confronté aux intérêts allemands, et par ailleurs, les intérêts français se retrouvent confrontés aux intérêts allemands. C'est extraordinaire, c'est vraiment l'ambiguïté totale de ce quinquennat par rapport Europe et France qui a joué à fond. Il est dans un registre, Emmanuel Macron, depuis le début, de l'indépendance du pays, d'une certaine manière. Il parle, mais sauf que ça passe toujours par l'Europe. Il parle d'autonomie stratégique, il parle de souveraineté européenne. Et le problème, c'est que les partenaires européens ne partagent pas forcément de cette vision-là. L'indépendance nationale n'est pas l'indépendance européenne. Ça n'a rien à voir. Elles peuvent être concomitantes, oui, mais en tout cas, parfois elles s'annulent, effectivement. On en parle tout de suite après cette petite pause. Et vous posez vos questions comme tous les jours au 0806 300 300.
Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors continuons un peu la France sous emprise ou la France sous influence, tel que vous le racontez dans votre livre, encore une fois, qui se lit vraiment comme un roman polar, sauf que ce n'est pas un roman et il n'y a pas que des policiers, il y a beaucoup d'autres acteurs, politiques, industriels, privés et autres. Je voudrais, Marc Endeveld, qu'on s'attarde un tout petit peu sur cette histoire que l'on a entendue, sur ces sous-marins, ce contrat du siècle qui avait été fait avec l'Australie, portant sur des dizaines de milliards, et à la dernière minute, en principe, soi-disant, c'est ce qu'on nous a raconté, ça y est, c'est l'Amérique et l'Angleterre qui nous soufflent le marché, et on se retrouve gros gens comme devant. Qu'est-ce qui s'est passé, et qu'est-ce que ça dit surtout de la gestion, effectivement, de nos pouvoirs? Alors là, il y a beaucoup de choses. Le contrat a été rompu par l'Australie, notamment par des choix clairement stratégiques de l'Australie vis-à-vis de la Chine. C'est-à-dire que les Australiens se sentent menacés par la puissance conquérante en Asie qu'est la Chine. Bien sûr. Et il y a quelques années, ils avaient fait un choix de relative autonomie par rapport à ces sous-marins à l'égard de leurs grands frères et principal allié que sont les États-Unis. Oui. Et ils ont décidé finalement qu'il fallait se rapprocher des États-Unis pour qu'ils soient davantage protégés. C'est là où vous avez signé le contrat, il y a 5 ans ou 6 ans, c'est ça? Oui, sous le quinquennat Hollande, notamment Jean-Yves Le Drian, qui était à l'époque ministre de la Défense, avait effectivement signé le contrat. Et là, ce qui s'est joué, il s'est joué beaucoup de choses. Alors, il s'est joué beaucoup de choses du côté français, c'est-à-dire déjà le fait que les Français, en termes de renseignement économique, et ça je le relate largement dans le livre, parce que vous parliez des policiers, mais je parle également beaucoup d'espionnage et d'espionnage économique. Les Français, finalement, sont des petits joueurs dans la bataille économique et la guerre économique mondiale à laquelle on assiste. Comment ça se fait? Comment ça se fait? C'est parce que déjà, traditionnellement, les responsables politiques n'ont pas demandé, en dehors de très récemment, n'ont pas demandé à nos services de renseignement de faire de l'espionnage économique. Ce qui est quand même assez hallucinant. Ce qui est quand même assez hallucinant. Ça fait quand même 50 ans. Et oui, et donc ça fait partie de ce que j'appelle les désarmements de l'État français et des intérêts français par rapport aux autres nations dont on parlait tout à l'heure, et des autres intérêts également internationaux, des grandes firmes qui, eux, sont aidés des États, et souvent, et je pense par exemple aux États-Unis, qui font des écoutes massives, comme on le sait. On l'a vu avec Alstom et compagnie. On l'a vu effectivement avec Alstom. Ils utilisent leur système juridique pour contrer les concurrents, ils utilisent l'espionnage massif et notamment électronique contre leurs concurrents, et donc la France a eu du mal à jouer également ce jeu-là. Alors déjà parce qu'on est une puissance intermédiaire, on va dire moyenne déjà, et d'une, mais deuxièmement c'est parce que en gros depuis la chute du mur de Berlin, les services de renseignement, à la fois n'ont pas eu, on va dire, ils n'ont pas eu d'impulsion politique, enfin les politiques n'ont pas impulsé cet élément-là, et surtout parce que vis-à-vis de la superpuissance américaine qui conserve une influence extrêmement importante sur l'Europe occidentale. Ils considèrent finalement l'Europe occidentale comme leur précaré. Et bien, par rapport à cette... Et la France avait accepté petit à petit, la France... sous le parapluie. Tout à fait. Et donc là-dedans, en fait, les services de renseignement, à la fois par l'absence d'impulsion politique et surtout par peur de leurs grands frères américains, ils ont finalement petit à petit abandonné le champ de l'espionnage économique, notamment à l'encontre des intérêts américains. C'est ce qui explique en partie l'affaire Alstom, c'est ce qui explique également, bien sûr, l'affaire des sous-marins. L'autre explication de l'affaire des sous-marins, c'est que Emmanuel Macron, finalement, je parlais d'indépendance tout à l'heure, tout en jouant la carte européenne, il joue quand même sur l'idée d'une France gaulliste. Alors c'est totalement usurpé. Alors, si on écoute tous les responsables politiques français, tout le monde est gaulliste aujourd'hui, de l'extrême droite à l'extrême gauche quasiment. C'est assez amusant de voir que tout le monde se réclame de Gaulle. Et tout Emmanuel Macron apporte un fragment de la vraie croix de Lorraine. Et voilà. Et donc finalement, Emmanuel Macron fait de même. Il va quand même avoir un discours parfois de relative autonomie vis-à-vis des États-Unis.
Et donc sur le dossier australien, c'est extrêmement important à comprendre parce que par exemple, et ça fait partie de toute une partie du livre, c'est les relations entre la France et la Chine, notamment économiques, historiques, vous en parlez les différentes collusions entre certains responsables politiques et les autorités chinoises. Et donc en fait, Emmanuel Macron, il est dans cet entre-deux entre la Chine et les États-Unis. Et il a utilisé, on va dire, son ambiguïté personnelle, mais également diplomatique, également l'ambiguïté de la France depuis toujours entre la France et les États-Unis. Et au moment où ça se tend entre Chine et États-Unis, eh bien la France finalement, j'allais dire, se retrouve en fait paumée et ne choisit pas. Et les Australiens disent aux Français, non mais c'est pas possible, vous choisissez d'un côté ou de l'autre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ce que fait la France. Mais ça explique certaines fragilités, notamment par rapport aux sous-marins. Et dernier élément sur les sous-marins, ce que les commentateurs n'ont pas du tout vu, au-delà même des services de renseignement, parce qu'on a dit les services de renseignement n'avaient pas du tout vu cela et compagnie, c'est qu'en réalité, la mésentente relative entre Emmanuel Macron et les Américains, relative bien évidemment, avait commencé bien plus tôt. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que du côté des Américains, notamment des démocrates américains, la lune de miel qu'Emmanuel Macron a eue avec Donald Trump, toujours dans les symboles et dans les images, et ils lui en ont voulu. Ils lui en ont plutôt voulu, et que les relations en fait entre Biden et Macron étaient plutôt mauvaises en fait dès que Biden est arrivé. Et en fait, les Américains ont commencé à être de plus en plus, on va dire, vindicatifs à l'égard des Français dès juin 2021. D'accord. Et notamment sur un dossier stratégique, qui est le dossier du nucléaire, où notre industrie nucléaire a des liens avec la Russie, mais également a des liens avec la Chine, et les Américains reviennent en force sur le dossier nucléaire. Et qu'est-ce qui s'est passé en juin 2021, juste après le G7 ? Les Américains, opportunément, notamment par l'antenne de CNN, la grande chaîne d'information continue, a dévoilé qu'il y avait eu un incident nucléaire dans la centrale de Taishan, c'est pas loin de Hong Kong, à une centaine de kilomètres, et la centrale de Taishan, c'est des EPR français, ont été co-construits par les Chinois et par les Français. Et en réalité, c'était le début, d'une certaine manière, d'un antagonisme économique et stratégique. Comme par hasard, regardez le matériel français. Comme par hasard, il fallait déconsidérer la filière industrielle française et du nucléaire par rapport aux intérêts économiques et stratégiques américains. Et donc, on est, et c'est ce que je raconte dans le livre également, dans ces coulisses-là, où en fait, tous les coups sont permis, y compris entre alliés. Entre alliés. Et ça, c'est quelque chose, et on l'a vu sur l'affaire Alstom, vous évoquiez Alcatel, c'est la même chose, ça a été très peu intégré par les élites économiques et politiques du pays, parce qu'on est en France, et donc on est dans les grands idéaux, on est dans les grandes idées. Quand même, c'est hallucinant de découvrir, l'eau chaude, alors que les intérêts, la réelle politique, les intérêts économiques des pays, franchement, c'est pas une nouveauté. Non, j'allais dire, c'est même ça devrait être la base, devrait être la base de la politique et même de la défense des intérêts nationaux français. Parce que c'est séculaire et multiséculaire. Mais alors, c'est ce que j'explique d'une certaine manière à travers le livre, c'est que il y a eu des politiques libérales et aussi d'accompagnement de la désindustrialisation depuis 30 ans. C'est-à-dire, en gros, il fallait plus d'usines en France, il fallait tout faire à l'extérieur, notamment par les Chinois. Et nous, c'est le tertiaire et la société du service. Parce qu'en gros, les ouvriers, ils sont méchants, entre guillemets, si je caricature, et puis ils peuvent embêter le bourgeois pour aller vite. Et donc, en gros, on va mettre les usines ailleurs. C'est tellement moins cher malgré le transport. Et c'est tellement moins cher et compagnie. Et donc là aussi, on s'est désarmé par la fameuse externalisation. Mais il y a également des éléments derrière. C'est que clairement, les élites politiques et économiques, au-delà même de Macron, ça remonte à plus loin, en fait, ont abandonné ces enjeux-là de stratégie. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui le dit dans mon enquête, c'est une ancienne première ministre de François Mitterrand, Édith Cresson. Édith Cresson, qui est furieuse, qui me dit que l'affaire Alstom est une catastrophe, que les hauts fonctionnaires ne font pas leur travail, elle tire à boulet rouge, elle a toute sa tête à plus de 80 ans, c'est une grande dame, quand je l'ai rencontrée, c'était assez étonnant, et donc elle tire à boulet rouge contre les hauts fonctionnaires, contre les responsables politiques, y compris contre les journalistes qui ne traitent pas des vrais sujets et des vrais dossiers, et voilà. Et c'est comme ça que malheureusement, on assiste à des territoires désindustrialisés, à de la désespérance sociale et donc au soubresaut politique. Et c'est comme ça, comme disait Molière, que notre fille devient muette. Oui. Et je connais l'appétence de ceux qui nous écoutent pour les sujets géopolitiques et industriels. Donc c'est maintenant que vous prenez la parole en nous appelant au 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et tout de suite, nous sommes avec Marie qui entre dans la danse et qui nous appelle des Landes. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Bonjour Monsieur Berkov et bonjour à votre invité. Alors, j'aurais plusieurs observations et plusieurs questions sur cette guerre et sur l'avenir de cette guerre. Alors, par rapport à ce qui se dit dans les médias notamment. Donc, l'objectif des États-Unis, c'est de détruire ou d'affaiblir suffisamment la Russie. C'est évident maintenant. Maintenant, se pose une autre question. Cette guerre, elle dure. Elle va durer je ne sais combien de temps. Nous non plus, on ne sait pas. Je vois que la Russie occupe des terrains stratégiques dont le Donbass et surtout maintenant les terres noires du Donbass probablement jusqu'à Odessa, donc on n'en a pas fini. Oui. La Russie pose ses conditions aux agriculteurs, il leur dit de l'Ukraine, il leur dit vous cultivez, vous nous donnez 70% des récoltes. Ils ne sont pas tellement perdants, je crois. Et donc, l'avenir qui se pose, étant donné que les États-Unis fournissent des armes et apparemment, ça marche très bien l'armament et comme tous ceux qui fabriquent des armes. Et votre question, Marie, ils se servent de l'argent des oligarques, etc., probablement pour se rentabiliser. Donc c'est tout bonus pour lui. Ma question est, dans 6 mois, avec une guerre qui n'est pas terminée, qui va peut-être se prolonger, à moins que la Russie donne le summum et mobilise complètement ses troupes. Alors j'aimerais bien savoir ce que pense votre invité sur l'avenir de l'Europe, qui sera complètement affaiblie dans toute l'économie, il n'y aura pas que les voitures, il y aura tout ce qui est produit. Voilà, alors j'aimerais bien savoir ce qu'il en pense. Est-ce que c'est vraiment raisonnable de continuer dans le sens des États-Unis ? Marc Andevelde. Alors là, c'est évident, on ne va pas vous demander d'être prédicateur ou voyant, mais quand même, selon les lignes de ce qui se passe et que vous avez décrit dans votre livre, on peut peut-être, où on peut aller et surtout quelles hypothèses. Il ne s'agit pas de prédire l'avenir, mais... Bon, si je fais une lecture totalement froide des intérêts en jeu, ce qu'il faut. Aujourd'hui, l'émotion prime, et on peut le comprendre aussi, il y a un agresseur et un agressé par rapport aux populations ukrainiennes. Mais sur une lecture froide, bien évidemment, que les Américains aujourd'hui ont un intérêt à découpler l'économie russe de l'économie européenne. C'est-à-dire que derrière le discours guerrier américain et d'intervention militaire aujourd'hui de plus en plus, ce qui n'était pas totalement le discours américain d'il y a un mois et demi, notamment de Joseph Biden. On sent que là on pousse. Il y a eu une évolution, en tout cas de la Maison Blanche, si je dissocie Maison Blanche du reste du pouvoir américain, notamment du Pentagone et du département d'État, mais en tout cas, du côté américain et des forces économiques américaines, bien évidemment qu'il y a un intérêt, certes, à affaiblir la Russie, mais surtout à découpler l'économie russe de l'économie européenne. Dans le même temps, ils n'ont pas totalement intérêt à ce que la Russie se rapproche totalement de la Chine, ce qu'elle est en train de faire en fait. C'est ce qu'ils provoquent en faisant ce qu'ils font. Voilà, ce qui explique d'ailleurs pourquoi sur le terrain de l'énergie et du gaz, par exemple, Vladimir Poutine a pu très facilement fermer les robinets à la Pologne et à la Bulgarie, parce que dans le même temps, je rappelle d'ailleurs dans le livre, je rappelais déjà dans le livre d'ailleurs que Vladimir Poutine commençait à signer des gros contrats de gaz et gaziers avec les Chinois. Et là, de nouveau, on a appris qu'un nouveau gazoduc allait être construit entre la Russie et la Chine. Donc là, on aperçoit quoi ? On aperçoit finalement le basculement du monde, et où, par rapport à la faiblesse européenne, quelque chose qui n'a pas du tout été anticipé par les Européens, c'est que finalement notre vieux continent, pour reprendre une expression et terminologie de certains, apparaît de plus en plus en périphérie du monde. C'est ça. Au regard des intérêts que j'évoquais tout à l'heure. On parle de la France périphérique, mais non, c'est l'Europe périphérique. Et oui, parce que en fait, les intérêts de la guerre froide économique que je décrivais sont de plus en plus entre la Chine et les États-Unis. Et le centre de cette guerre-là, économique, froide, est en Asie aujourd'hui. Et c'est pour ça que la guerre chaude éclate en Europe, d'une certaine manière. Et là, c'est quelque chose qui n'a pas du tout été anticipé par les décideurs européens. Et d'une certaine manière, ils se retrouvent à plusieurs plans
piégé. Il se retrouve piégé sur le plan énergétique, sur le plan industriel, mais également sur le plan sécuritaire. La situation est extrêmement grave d'un point de vue sécuritaire, comme on peut le voir sur la question du nucléaire au regard de la sécurité européenne, mais c'est également extrêmement grave sur l'énergie ou même l'industrie. Je prends un exemple. On a un petit peu parlé des intérêts du groupe Total en Russie, mais ces intérêts-là sont considérables. 24% des réserves prouvées de gaz et de pétrole de Total sont aujourd'hui en Russie. Total est un groupe français, mais qui est en réalité associé et qui collabore, est totalement associé au deuxième groupe gazier russe qui s'appelle Novatek. Ils ont un champ gazier dans le nord de la Russie. Total n'a pas quitté. Total n'a pas quitté, mais il y a également tout le champ de l'industrie du nucléaire. Et qui est supporté par Emmanuel Macron, et notamment les turbines Arabelle, par exemple, de Belfort, qui travaillent constamment avec Rosatom, qui est le groupe nucléaire public russe. Et donc, derrière les discours, notamment médiatiques, il y a la réalité des choses. Et donc, les Français ont quand même des intérêts énormes et stratégiques avec les Russes. Il y a le jeu américain d'un côté, et je reviens sur l'idée de cette Europe affaiblie qui devient la périphérie du monde, où en fait les enjeux sont principalement entre la Chine et les États-Unis. Et un exemple pour éclairer ça. Il y a 2 jours, il y a Joseph Biden qui a fait un discours dans une usine, je crois que c'était dans l'État d'Alabama, c'était une usine d'armement. Il aurait pu parler du conflit en Ukraine, principalement dans son discours. On l'attendait sur ça. En réalité, la majorité de son discours a été sur le choc entre la Chine et les États-Unis. On voit bien que... C'est ça la toile de fond. C'est ça la toile de fond géopolitique et géostratégique. Il y a des gens d'ailleurs qui le rappellent, y compris en diplomatie. Par exemple, Hubert Védrine l'a rappelé il y a encore quelques jours. Les intérêts américains, ils se situent là. Donc, pour répondre à ce que dit Marie, en fait, cette guerre peut continuer, risque de continuer, va continuer, et elle est vraiment... et l'Europe, presque, je dirais, joue les figurants dans cette histoire. D'une certaine manière, il joue les figurants. Emmanuel Macron... Sauf que ça se passe sur son sol. Sauf que le champ de bataille est au niveau européen, tout à fait. Et c'est là où c'est dangereux. Et concernant Emmanuel Macron, là, je dois dire, d'une certaine manière, je parlais de relative autonomie à l'égard des Américains, il a préservé cette ligne de crête. Alors, il a fait beaucoup de mise en scène diplomatico-médiatique avec les fameux coups de téléphone qu'il a eu avec Vladimir Poutine, notamment en février et en mars. On était en campagne électorale. Mais dans le même temps, là, depuis plusieurs jours, il est relativement, voire très silencieux, très calme sur le dossier. Il est gêné par la position américaine de plus en plus va-t-en-guerre, en fait. Il est gêné parce que lui, les intérêts économiques que j'évoquais, notamment sur l'énergie, sur la stratégie, l'auditrice avait tout à fait raison de parler également de l'agriculture, des matières premières, de la question des matières premières. Les intérêts européens sont aussi en jeu là-dedans. Donc, les questions sont extrêmement lourdes pour le destin de l'Union européenne et de l'Europe, tout simplement. Et de la France. Et de la France également. Et donc, après, pour faire de la prospective, c'est difficile, j'allais dire. Non, mais déjà, on met les enjeux. Merci Marie. Augustin, nous avons, je pense... Marie, vous avez tout de même eu une réponse complète. Et nous sommes avec Guy qui nous appelle de Paris. Bonjour Guy. Oui, bonjour Guy. Bonjour messieurs, bonjour André Bercoff. Merci pour encore cette bonne émission, de bonnes émissions sur Sud Radio. Bonjour Sud Radio. Merci. Je souhaite dire une chose, c'est lorsqu'on est un très mauvais élève, on ne peut pas donner de leçons. Quand on a une dette de 3 000 milliards d'euros pour ce pays, ce qui est affreux. Cette déliquescence qui a eu lieu, non pas seulement dans la France, mais dans l'Europe. Je voudrais aussi rappeler des principes qui ont à chaque fois sauvé des grands pays. Les États-Unis doivent leur liberté à un principe fondamental qui a été cette aide apportée par les régiments français, donnée par Louis XVI, le général de Lafayette, qui a permis à l'Amérique de gagner sa liberté. En 1944, il y a eu ce même principe qui a été mis en place. Ces Américains qui ont débarqué en Europe pour rendre à l'Europe sa liberté. Nous sommes 500 millions d'habitants. La Russie, 120 millions. Il y avait, à mon sens, une mobilisation générale de cette Europe, des volontaires, pour rentrer en Ukraine. En tant que visiteur, maintenant, si Vladimir Poutine tire sur ses visiteurs, nous sommes capables de mobiliser 20 millions de personnes qui rentrent en Ukraine. Vous voulez dire, attendez Jacques, Guy, ce que vous voulez dire, c'est d'aller comme ça pacifiquement en Ukraine. Non, dans un premier temps, pacifiquement, mais on prévient les soldats russes.
Nous venons pacifiquement en visiteur, nous avons le droit, l'Ukraine a le droit de nous inviter, c'est un pays libre. Maintenant, vous nous tirez dessus, on répond. Jamais Poutine ne pourra mobiliser. Nous, si on mobilise 20 millions de personnes, sur 500 millions, c'est pas difficile, ça ne fait que 4% de la population. S'il veut mobiliser lui aussi le même nombre de personnes, ça représente 16% de sa population. Non, mais je comprends. C'est tout la même chose. En ce qui concerne le nucléaire, nous sommes tout à fait capables de lui répondre quasiment à égalité sur ses attaques nucléaires. Donc c'est à lui de voir s'il veut aussi la destruction de son peuple ou pas. Poutine joue sur la peur, il connaît l'Europe et il voit bien que l'Europe n'est pas unie. Donc il en profite, il y va. Mais Guy, non mais je vois, non mais c'est intéressant. Enfin, c'est un point de vue, disons. Mais quant à cette mobilisation des peuples européens par dizaines de millions, je suis très dubitatif. C'est comme ça qu'on a gagné notre liberté. C'est parce qu'il y a eu mobilisation de ce peuple qui a mis tous ses moyens. Mais enfin, attendez. À chaque fois, c'est le même principe et ça réussit. Ça fonctionne à chaque fois. Oui, la grande différence, Guy, c'est que la Russie ne nous attaque pas et la Russie n'est pas en train de nous attaquer à nous. On n'a pas déclaré, ou alors il faut déclarer la guerre à la Russie. Elle nous attaque, nous, parce que nous avons un contrat de solidarité que nous avons signé, l'Allemagne, la France, la Pologne, avec l'Ukraine et les États-Unis pour protéger l'Ukraine. C'est un contrat. Non, mais il y a eu. Oui, je comprends ce que vous voulez dire, mais il y a eu plusieurs contrats qui n'ont pas été observés. Mais bon. Il y a eu aussi cette distinction au moment de la chute de l'Union soviétique, la définition des frontières pour les pays d'Ukraine, entre autres, et ces frontières ont été acceptées par Vladimir Poutine, qui veut revenir en arrière parce qu'il veut reconstituer la grande Russie soviétique. Mais non, mais je comprends votre thèse. Marc Andevelde, moi j'ai l'impression que c'est beaucoup plus compliqué que ça, ce qui se passe aujourd'hui, mais dites-moi ce que vous en pensez. Pour rebondir sur ce que disait Guy, oui, bien sûr, Poutine joue sur la peur. D'ailleurs, il l'a fait depuis des années, d'ailleurs. Mais on l'a quand même bien aidé également, c'est-à-dire qu'on en fait un personnage maléfique. On le traite également de fou. Ce qui n'est pas forcément la meilleure manière de régler. En plus, ce n'est pas là-dessus qu'on va là-bas. Voilà, de régler un conflit international. Là où Guy a raison sur un élément important, en tout cas a raison de le rappeler. Il parle d'un accord. Alors il n'y avait pas l'Allemagne, mais il y avait la France comme puissance nucléaire, la Chine également, mais surtout au départ la Grande-Bretagne et les États-Unis et la Russie par rapport à ce qu'on appelle les accords et le mémorandum de Budapest de 1994. C'est quoi le mémorandum de Budapest de 1994 ? C'est que les Ukrainiens disposaient sur leur sol de 1900 ogives nucléaires, qui étaient l'héritage des forces de dissuasion de l'Empire soviétique, du pacte de Varsovie. Et à l'époque, les Américains, mais les Occidentaux en général, étaient très inquiets de la présence de ces ogives nucléaires en Ukraine, qui était devenue indépendante dans les années 90, donc. Et donc, ils ont négocié avec les Ukrainiens les mémorandums de Budapest. Peu rappelé dans les commentaires politiques et internationaux sur nos antennes, malheureusement en France. Et les accords de Minsk aussi. Les accords de Minsk, c'est encore autre chose, justement. Mais dans les accords dans le mémorandum de Budapest, il y a effectivement un élément, c'est que les Ukrainiens acceptaient de renvoyer leurs ogives en Russie, à Moscou, et donc d'être dans une logique de désarmement. Je rappelle quand même qu'ils n'avaient pas les codes de ces armes, parce que c'était Moscou qui en disposait. Enfin, ils les avaient là. Et de l'autre côté, les Américains et les Occidentaux et les puissances nucléaires, donc partie prenante de ces accords-là, garantissaient l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Et c'est là où, on va dire, il y a une incompréhension totale, notamment entre les autorités ukrainiennes depuis notamment 2014 et les Européens. C'est qu'en fait, les Ukrainiens ont considéré que les Européens, et notamment la France, mais également la Grande-Bretagne, n'avaient pas respecté, mais comme les États-Unis d'ailleurs, n'avaient pas respecté. Parce que je rappelle qu'en 2014, les Américains, par rapport à l'annexion de la Crimée, et de l'histoire de la déstabilisation du Donbass, les Américains de Barack Obama n'ont strictement rien fait sur le plan militaire. Je rappelle également que là, sur le dossier qu'on évoque, la fameuse guerre, si Guy veut dire qu'il faut payer le prix du sang, les Américains aujourd'hui ne sont pas prêts à payer le prix du sang. Ils ne sont pas prêts à envoyer des troupes américaines. Comme les Européens d'ailleurs, et les populations européennes ne sont pas prêts à envoyer des troupes européennes sur place. Et quand même, il faut rappeler juste quelque chose, parce que accord et accord, il faut quand même rappeler ce qui s'est passé au moment de la chute de l'URSS, et où il y avait aussi
que les Américains s'étaient engagés, peut-être pas par écrit, à ce que l'OTAN n'aille pas au-delà d'une certaine limite. Parce que c'est très joli de parler uniquement d'un côté, mais moi je n'aime pas les 2 poids 2 mesures. Quand M. Khrouchtchev a envoyé ses missiles à Cuba, il a eu 48 heures par Kennedy en disant « vous les enlevez, sinon c'est la guerre mondiale ». Et il les a enlevés. Là, aujourd'hui, il n'y a pas eu que Minsk, il y a eu quand même énormément de choses. Et vous savez, parler avec Roland Dumas, avec Hubert Védrine et compagnie, il y a eu quand même la sensation que l'Ukraine et compagnie ne devaient pas entrer dans l'OTAN. Or, regardez, tous les pays qui sont rentrés dans l'OTAN. Et évidemment, le problème de l'assiégé, je ne dis pas qu'ils ont raison, et je suis évidemment l'agresseur et l'agressé, on sait qui est l'agresseur et qui est l'agressé. L'agresseur, c'est Poutine, c'est évident. Il n'empêche qu'il faut voir que l'Occident ne s'est pas conduit de la manière la plus exemplaire dans cette histoire. En tout cas, par rapport aux enjeux qu'on a évoqués là, il y a eu, il y a eu une erreur de jugement de mon point de vue du côté des diplomaties européennes sur le dossier ukrainien, qui n'ont cru que le désaccord entre la Russie et l'Ukraine n'était lié que à la question du Donbass. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, en février, quand il essaye de remettre les parties autour de la table, il parle principalement des accords de Minsk justement et de Donbass. Or, en fait, il suffisait entre autres d'écouter Poutine depuis plusieurs mois. La vraie question qui était posée par Poutine, c'était la question stratégique, et notamment du nucléaire et de l'équilibre des forces. Et d'ailleurs, il répond, on va dire, à chaque fois à ces éléments-là d'une manière très forte. On ne l'a pas révélé, ou plutôt relevé en France, mais dès le 27 février 2022, donc 3 jours après l'entrée des troupes russes en Ukraine, la Biélorussie annonce qu'elle va recevoir des ogives nucléaires de Moscou sur son territoire, alors que jusqu'à présent, c'était un État neutre et un État non nucléaire. C'est les nucléaires qui est en jeu. Et c'est bien évidemment une guerre où les enjeux nucléaires sont primordiaux en réalité. Et de mettre ça de côté... Après, j'entends bien la question de la peur, mais de mettre ces enjeux-là de côté qui sont fondamentaux, c'est ne pas comprendre ce qui a amené le conflit en Ukraine. En plus, il faut bien comprendre, Guy, je dirais, tout le monde sait que une guerre nucléaire, il n'y a pas que la Russie qui sera anéantie. Tout le continent européen sera anéanti, il ne faut se faire aucune illusion là-dessus. Alors nous pourrons parler de nos limbes, mais nous ne serons plus là. Ce sera comme ça. Et au-delà de la Russie, l'enquête de Marc Andevelde balaye large sur la question de notre souveraineté menacée par les intérêts privés. On continue à en parler au 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et avec Nour qui nous appelle du Val-de-Marne. Bonjour Nour. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour Nour. Bonjour Monsieur Marc, je vous suis en parallèle et félicitations pour cet invité. Je crois que vous ne l'avez pas invité pour la première fois. Non. Monsieur Marc Andevelde disait tous les coups sont permis, même entre alliés. Oui. On sait que les US ont sifflé les commandes françaises en Australie. L'Allemagne a commandé des F-35 chez les Américains. Absolument. Oui. Et une seule chose que je veux savoir, Monsieur Marc, encore bonjour. Bonjour. On disait que le Mali c'est un pays pauvre et tout le monde le sait, enfin tout le monde le croit, sachant qu'il y a 50-65 à peu près tonnes d'or exploitées pas par la France, par des hommes d'affaires. Peut-être que vous en avez parlé, Monsieur Marc, mais pourquoi vous en parlez pas? Ou peut-être je me trompe, j'en sais rien. J'évoque énormément de choses dans le livre. Il parle beaucoup de l'Afrique. Et d'ailleurs, je parle pas mal de l'Afrique, et notamment ce que j'appelle à travers un chapitre, les affaires africaines d'Emmanuel Macron. Sur le dossier du Mali, il y a plusieurs choses à dire. Déjà parce que Emmanuel Macron a commis une erreur assez fondamentale par rapport à un autre régime à côté du Mali, celui du Tchad, où finalement il a contourné, la France a contourné les institutions et la constitution tchadienne. Le Tchad n'était pas une démocratie malheureusement, mais et donc il a entériné le fait que le successeur d'Idriss Déby serait son propre fils, ce qui n'était pas forcément la meilleure des choses à faire, et ce qui peut expliquer une déstabilisation d'ailleurs dans d'autres pays vis-à-vis des intérêts français. Votre auditeur a tout à fait raison, il y a en Afrique, et ça je l'évoque également dans le livre, plusieurs guerres entre les puissances, et notamment les puissances impérialistes, occidentales, et pas que, parce qu'il y a également la Chine,
africaine. Et une partie de cette guerre de l'ombre en Afrique est liée aux intérêts miniers. Alors l'or, mais également tous les métaux rares, tous les métaux rares qui sont aujourd'hui essentiels dans les technologies de communication et d'information. Donc on peut penser à ce qui se passe en République démocratique du Congo. Également le Mali, et effectivement dans cette guerre-là, sans merci entre superpuissances, les Français ont à la fois pâti d'une absence de stratégie, d'un fort paternalisme à l'égard des régimes présents, et parfois également, je parlais au tout début de mon interview de la question des interférences entre intérêts privés et intérêts nationaux français. On l'a vu sur le récent dossier de rachat des activités africaines par le groupe MSC, donc le groupe MSC, un des plus gros armateurs mondiaux, dont la famille a un lien, donc comme on le sait, avec Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée. Et ce dossier-là est extrêmement fort, entre guillemets, dans la signification justement de l'image de la France en Afrique. Comment, notamment sur la question de Bolloré et de ses activités africaines, finalement les intérêts privés ont primé pour le coup. Comment souvent les États africains et les gouvernants africains sont mis de côté de ces considérations-là entre grands groupes, et notamment supportés par la France pour le compte de Bolloré. Voilà, je raconte dans le livre la guerre qu'il y a eu entre Bolloré et l'Élysée et comment ils se sont réconciliés justement avec ce rachat par MSC des activités africaines de Bolloré. Là, je m'éloigne un petit peu du Mali, mais effectivement, j'évoque tout ça également dans le livre, donc, et la question minière, tout à fait, et qui sont également évoquées dans le livre. Et une dernière question extrêmement importante, qui est celui de la maîtrise des câbles internationaux, des câbles sous-marins de communication internationaux, sur laquelle Internet n'existerait pas, tout à fait. Et j'ai découvert que la France avait un rôle extrêmement important, parce que permettant à la connexion de ces câbles internationaux avec l'Afrique, et que donc ça explique beaucoup de choses, y compris vis-à-vis des Américains ou d'autres États comme la Turquie ou Israël. En fait, il faut lire ce livre pour une raison très simple, c'est que vous aurez vraiment un état du monde, un état des lieux. Une radioscopie. Et après, à vous de faire vos choix. Et ce livre, c'est L'Emprise, la France sous influence, aux éditions du Seuil. Merci Marc Andevelde, et puis Merci tout de suite, Brigitte Lahaye.